she comes! Ok, alors de base, j'avais envie d'écrire une vidéo sur cet homme, une figure emblématique du divertissement. Il a permis de grandes choses dans le monde de l'animation et a surtout mis au monde un puissant règne, celui de Disney. Je savais pas trop ce que je pouvais dire sur ce monsieur, mais je sais que j'avais envie de parler de Disney. Je sais que j'en avais envie parce que déjà il y avait Wish, Achat et la Bonne Étoile qui allaient sortir, donc autant profiter de l'occasion, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais c'est tellement quelque chose de gros, un mastodonte culturel si impressionnant mais aussi controversé, qu'en vrai en faire une vidéo sans plonger dans les moindres détails semble être une perte de temps, tant les vidéos grouillent déjà sur le sujet. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir apporter de nouveau sur l'histoire de Disney, et donc du bonhomme qui en est à l'origine? C'est une question qui m'a hanté tout le long de l'écriture, et je pense que si j'avais la pression sur le fait d'écrire une vidéo sur Disney, c'est parce que c'est tout simplement quelque chose qui touche les gens, et dont le côté affect a permis à beaucoup d'être passionnés. C'est vrai quoi, qui n'a jamais été marqué par un Disney? Je me souviens, tout petit déjà, je découvrais l'histoire du roi lion. J'étais souffle coupé, étoile dans les yeux face à Mufasa, ce lion royal qui émanait une aura à la fois très imposante, mais également juste, droite et bienveillante. C'était une véritable lumière dont la partie ombreuse était personnifiée dans une autre entité. Son frère, Scar, atteint d'une profonde jalousie qui découle d'une envie de pouvoir qu'il n'a pas. Lorsqu'on assiste à la scène de la mort de Mufasa, bon c'est peut-être un peu trop tard pour le dire mais attention spoiler, mais lorsqu'on assiste à cette scène et qu'on est enfant, qu'on n'est peut-être pas encore habitué à voir des films, eh ben c'est peut-être possiblement la première exposition pour nous aussi à un programme qui nous montre le mal prendre le dessus sur le bien pendant un instant. Une lumière détruite par une avide obscurité, nous laissant sans aucun espoir et marqués à vie d'un potentiel instant de première grosse émotion devant un film, d'une première larme qui coule à cause d'une œuvre audiovisuelle, peut-être même d'une première observation d'une mort à l'écran, et encore plus d'une mort d'un gentil. Et vous voyez, Disney, si c'est aussi important pour les gens, c'est aussi pour ça. Il s'agit d'œuvres qui nous ont permis de nous éveiller face à la narration d'une histoire, et ce, dès notre plus tendre enfance. Donc quand moi, là, derrière, je me dis je dois faire un comic sur le sujet, mais alors vous imaginez pas à quel point j'ai la pression sur ces petites épaules. Parce que oui, c'est un véritable poids en vrai, parce qu'en tant que passionné de cinéma et d'art en tout genre, je me donne pas le droit de me foirer là-dessus. Et en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est là où je réalise quelque chose, c'est que Disney, autant par moi que par beaucoup de gens, est vachement sacralisé pour cet aspect sentimental et vachement personnel qu'ont les gens avec cette société. Une image qui d'ailleurs est souvent collée à la peau de la personne qui est à l'origine de toute cette usine à rêve. Cette petite moustache, ce sourire charmeur et ce regard pétillant de joie peut évidemment charmer plus d'un, surtout avec les histoires très idéalisées qu'on aime raconter de lui. Je trouve alors l'angle sur lequel je veux diriger ma vidéo sur Disney. J'ai envie de certes, dans un premier temps, raconter en vulgarisant l'histoire de la création de la Walt Disney Company, mais aussi désacraliser ce type et du coup la compagnie qui va avec. Parce que si je vous disais que Walt Disney, ce monsieur que tout le monde voit comme un modèle de réussite et un exemple à suivre, a en réalité des côtés beaucoup plus obscurs que ce qu'on pourrait croire. Bingo, c'est exactement là où je veux me diriger. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va retracer une partie du parcours de Walt Disney jusqu'à la création de Mickey et aussi faire un tour du côté le plus obscur de ce gars-là. Générique. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est un moment iconique dans le monde de l'animation. Pas parce qu'il s'agit de ce qui va être l'introduction des studios Disney, mais c'est parce qu'il s'agit de l'apparition de Mickey Mouse qui va permettre à cette icône d'être propulsée sur le devant de la scène. Dans ce court-métrage sorti en 1928, donc il y a bientôt un siècle, on peut apercevoir Mickey sur un bateau qui visiblement ne lui appartient pas puisqu'il va gentiment se faire dégager par Patibulaire, qui va commencer à péter un oiseau et à torturer toute une troupe d'animaux afin de s'en servir en tant qu'instrument de musique. Je suis pas sûr de tout avoir pigé à ce court-métrage. Toujours est-il qu'on peut remarquer quelque chose d'intéressant sur ce cours, c'est l'utilisation de la musique qui est présente durant tout le long. Et vas-y que Mickey tape sur des casseroles, et vas-y que Mickey il va tabasser un chat pour le faire miauler en musique, et vas-y que Mickey va étrangler ce gros piaf. Non mais sans déconner, enfermez-le là, c'est plus possible. Mais tout ce focus là autour des bruits du son n'est pas là pour rien, car Steamboat Willie est l'un des premiers dessins animés à avoir un son synchronisé avec les images. C'est-à-dire que si effectivement en le regardant maintenant on peut se poser des questions quant à la stabilité
l'activité mentale de Mickey, à l'époque, c'était une véritable dinguerie. Une révolution technique permettant à l'animation d'entrer dans une nouvelle dimension, y ajouter une nouvelle perspective et ainsi permettre à celle-ci de raconter des choses d'une façon plus concrète. Et même si, contrairement à ce qui est souvent affirmé, Steamboat Willie n'est pas le premier cartoon à avoir du son synchronisé, il est néanmoins celui qui a le mieux maîtrisé cette technologie au moment de sa sortie et sonne comme une réelle révolution. Un succès fulgurant qui va propulser Mickey au rang de légende et qui va aussi entraîner une autre personne avec lui, un certain Walter Disney. Il voit le jour en 1901 à Chicago et dès son enfance, il va s'intéresser au monde du dessin. C'est donc tout naturellement que quand petit Walt devient grand, il va faire de sa passion de jeunesse un véritable projet professionnel. Il va suivre des cours à l'Institut d'art du Kansas, des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Chicago et suivra même des cours à distance. Il va taffer beaucoup pour essayer au mieux de faire vivre son art et montrer ce qu'il a dans le ventre. En 1919, il se met à travailler pour le studio Passman Rubin Commercial Art, une agence de pub, mais honnêtement, si on en parle, c'est pas pour l'opportunité que lui offre son emploi, mais c'est parce qu'il va rencontrer ici une personne avec qui il allait plus tard accomplir de grandes choses, l'illustrateur Ub Iwerks. Un monsieur dont on ne parle pas assez à mon avis, mais sur lequel on va revenir dans quelques petites minutes. C'est après leur licenciement qu'ils vont se dire mais pourquoi pas juste créer notre propre studio d'illustration en fait. Ainsi va naître la collaboration Iwerks Disney, sauf qu'au début ils vont trimer, puisque le réel premier tournant de leur collaboration va se passer quelques temps plus tard, en 1922 lorsque Walt créera Lothogram, une société qui portera ce nom en référence au court-métrage qu'il a fait portant le nom de Newman's Lothogram. Et c'est chez Lothogram que Walt Disney va avoir une idée qui va lui passer par la tête. Une idée audacieuse, mais qu'il va vouloir faire exister très vite. Toujours dans sa quête de vouloir laisser une empreinte indélébile dans le monde du cinéma, il va se dire, tiens, et si on allait incruster un personnage réel, donc filmé en prise de vue réelle, dans un monde qui lui est animé, donc un monde de cartoon. Si la connexion entre la prise de vue réelle et l'animation existait déjà dans le début des années 1900 où on a pu voir des dessins interagir avec par exemple une main réelle ou encore voir un personnage de dessin animé dans un monde réel, mettre un personnage entier de notre réalité dans un monde entièrement animé était une idée ambitieuse à ce moment-là. C'était jamais fait, c'était traverser une frontière totalement inconnue. Mais Walt, il est pas là pour se débiner. Non, c'est quelqu'un qui a une ambition qui est au moins aussi grande que son ego. Mais ça, on va le voir plus tard. Il devait aller au bout de ce projet parce qu'il y croyait dur comme fer, à tel point qu'il injectera même de l'argent gagné par son précédent court-métrage dans celui-ci, au lieu de rembourser les dettes qu'il devait. C'est ainsi que naîtra Alice Wonderlands, un projet qui va nous montrer comment Walt Disney réussit à être à l'affût au niveau technologique. On pourrait dire de ce projet qu'il est la genèse et qu'il a permis tous les futurs films crossover live action et animation qu'il y aura. Enfin, en tout cas, il est le premier à réellement le faire de cette façon. Walt nous prouve déjà qu'il est prêt à oser des choses et qu'il reste à l'affût de la moindre nouveauté qui pourrait permettre à l'animation d'évoluer. Sauf que pour ce qui est du succès de son nouveau bébé, c'est pas avec ça que Walt Disney va se propulser à la tête d'un empire comme le Disney qu'on connaît actuellement. En fait. Il sort un peu tardivement à une période où la société Lothogram commence un peu à battre de l'aile. Et malheureusement du coup Alice Wonderland va sortir un peu en retard et n'empêchera pas la faillite de cette société. Walt va devoir trouver un plan B s'il veut continuer de produire des films. Et c'est ce qu'il fera pendant un petit moment quand il ira chercher des petits billets par-ci par-là. Mais dans sa tête, c'est toujours pas la fin. Et il aura raison, car quelques temps après, il recevra une offre de Winkler Pictures, une société de production et de distribution, pour faire d'Alice Wonderlands une série de courts, les Alice Comedies. Walt est sauvé, il va enfin pouvoir se remettre à sa passion de toujours, et va fonder avec son frère, Roy Disney, la société Disney Brothers Studio, l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard The Walt Disney Company. Et avec elle, il va produire pas mal de courts-métrages, dont du coup les Alice Comedies pour Winkler Pictures. La construction de ce Disney Brothers Studio va venir marquer l'importance de Ub Iwerks, l'animateur qu'il avait rencontré plus tôt, puisqu'il va pouvoir venir ajouter sa sauce aux productions Disney. Parce que bon, on va pas se mentir, Walt, il a beau être passionné d'animation, de dessin, etc., enfin ce que tu veux, il faut avouer qu'il n'est quand même pas le meilleur dans ce domaine. Et au niveau du dessin dans les cours, forcément, ça flanche un peu. Ub, lui, à ce niveau-là,
là, il assurait un max. Il était hyper talentueux, ultra imaginatif et surtout, il produisait assez rapidement. C'était l'idéal pour permettre à Disney d'y aller à fond. Maintenant, afin de tout comprendre à la suite, il va falloir qu'on replace un petit contexte. Dans les années 20, l'univers de l'animation connaît un essor fulgurant, à l'instar de nombreux secteurs cinématographiques. Des étoiles commençaient à émerger et la plus emblématique à cette époque est Félix de Cat. Félix ne se contentait pas d'être une vedette de l'animation. Il était carrément considéré comme une star du cinéma. Ce bon vieux matou va inspirer bon nombre de chara-design de personnages de cartoon de l'époque, espérant pouvoir surfer sur la popularité du personnage. On a notamment dans les Alice Comedies un personnage qui lui ressemble énormément et qui a été dessiné par Walt lui-même, Julius de Cat. Et Julius va devenir plus principal dans les cours de Disney. Évidemment, il aura beaucoup, mais alors beaucoup moins de popularité que Félix, tout simplement car ce n'est pas lui qui va être la première grosse figure emblématique de Disney. Pour avoir une vraie grosse star, il va falloir attendre encore un peu. Winkler va demander à la société Disney un nouveau personnage. Bah ouais, il venait de signer un contrat avec une grosse boîte, Universal, et veulent avoir un nouveau personnage qui pourrait devenir iconique pour pouvoir leur vendre. Ub Iwerks, du bout de son crayon, va griffonner ce qui plus tard deviendra Oswald, un lapin bien particulier, car on est ici au moment où Disney et Iwerks veulent évoluer dans la caractérisation de leur personnage. L'ambition est de vouloir montrer plus qu'un lapin qui fait des gags. Ils veulent donner un caractère constant qui participerait à la démarcation du personnage dans le paysage des cartoons. Et c'est sans doute une partie aussi de cette intention qui permettra à Oswald de se propulser à un rang supérieur de popularité lorsque les premiers cours seront diffusés chez Universal. Ce succès, il va permettre à Disney d'agrandir son effectif dans son entreprise, qui d'ailleurs n'est plus Disney Brothers et qui a été renommée la Walt Disney Company. Parce que pour lui, ce qui était le moteur de tout, c'était les idées qu'il donnait. C'était lui l'essence même de ses courts-métrages. Alors je trouve pas ça forcément ouf en termes d'esprit d'équipe, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Sauf que voilà, on va commencer à arriver au début des ennuis, parce que dans l'équipe, ça ne va pas très bien se passer. Plus le temps défile, plus tous ceux qui travaillent avec Walt viennent à avoir beaucoup de mal avec lui. Et c'est en partie à cause de ce que je viens de dire. Walt Disney s'attribue tout le mérite des courts-métrages. L'ego, que dis-je, le melon de cet homme, commence à devenir compliqué à supporter pour eux. Eux qui font de leur mieux pour l'aider et qui font même des heures sup non payées. Ils bossent non-stop. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'on dise de ce travail que c'est en Disney. Et pour que toute la gloire, du coup, vienne à Disney. Un peu chiantos. Hein. Et pour ne pas ranger les choses, Walt était très exigeant avec eux. Il demandait toujours plus, et autant c'est pas quelque chose d'étonnant dans ce genre de studio, autant ça, cumulé au reste, va amener à la goutte de trop. Celle qui va faire déborder tout le vase. Et donc tremper toute la table. Cette métaphore sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Cette ambiance délétère va pousser les animateurs à vouloir partir. Et Charles Mintz, propriétaire de la société de production Winkler Pictures pour laquelle bosse la Walt Disney Company, il va voir ça comme une opportunité. Il va alors faire un coup bas à Walt, en recrutant toute son équipe dans son dos, profitant du moment de faiblesse chez la société pour mieux les récupérer. La majorité de l'équipe accepte l'offre, mais un animateur va la décliner. Et cet animateur, c'est Ub Iwerks. À ce moment-là, il voit qu'une trahison est en train d'arriver. Il va vite avertir Walt que son équipe est en train de se barrer dans son dos. Et là, même s'il n'arrive pas à croire à un tel cauchemar dans un premier temps, il va vite déchanter lorsqu'il ira voir Charles Mintz et donc réaliser l'ampleur de la situation. Lui qui à la base croyait que tout allait bien et pensait même pouvoir négocier un nouveau contrat avec une possible augmentation financière à la clé. Toute son équipe d'animateurs le quittait pour rejoindre Mintz, le laissant seul avec Ub. Et comme si ça suffisait pas, Oswald, l'espoir de Disney et la nouvelle star de l'animation, elle n'appartient pas, en fait, à la Walt Disney Company. Elle appartient à Winkler Pictures et à Universal. Mintz lui fait comprendre que non seulement il n'y aura aucune renégociation de contrat, mais qu'en plus, ils allaient continuer la production d'Oswald sans lui. La Walt Disney Company n'était plus d'aucune utilité pour Winkler Pictures. Ub Iwerks et Disney devaient rebondir. Walt était à bout, il avait tout perdu, mais il va aller de l'avant. Avec Ub et les originaux de la Walt Disney Company qui sont restés, ils vont avoir un nouveau projet, créer une nouvelle star. Après tout, pourquoi pas essayer de réitérer, hein, c'était bien passé avec Oswald, donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le seul problème, c'est que bon, en vrai, pour Oswald, c'était déjà une prouesse en soi, et en plus, maintenant, ils sont sans producteur, ni même
distributeur en fait. Il y a tout à reconstruire en termes de personnages et en termes d'iconisation de celui-ci. Alors vous allez me dire que ouais, bon ben Oswald a permis quand même de mettre de la lumière sur Disney, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que le moindre faux pas pouvait être fatal. Nous arrivons ainsi à un moment clé qui avant était quand même un point de divergence, parce qu'il y avait plusieurs histoires qui étaient à l'origine de ce dont on va parler, la création de Mickey Mouse. Il est fort probable que vous ayez déjà entendu cette anecdote fascinante, selon laquelle Walt Disney aurait créé Mickey tout seul pendant un trajet en train, ou encore mieux, peut-être que vous avez entendu l'histoire qui disait que les studios de l'Orthogram, l'une des premières sociétés de Walt comme on a pu le voir tout à l'heure, étaient infestés de souris. On raconte même qu'il aurait domestiqué l'une d'entre elles, qu'il aurait nommé Mortimer, le nom que Mickey devait avoir à la base, et que cette relation particulière avec les rongeurs aurait plus tard inspiré la création de Mickey. Bien que ces récits soient plaisants à écouter, la réalité est en fait différente. Déjà, si beaucoup disent que Walt est le papa de Mickey, ils ont en partie raison, mais aussi en partie tort, car il y a deux papas. OMG, Mickey a deux papas? Ils sont où les gens qui disent que Disney c'est woke maintenant? Je pense qu'ils doivent vraiment se mordre les couilles là. Effectivement, car comme on l'a souligné depuis le début, Walt n'est pas seul lors de la création de la mascotte de Disney. La véritable histoire, celle sur laquelle tout le monde semble s'accorder maintenant, y compris Don Iwerks, le fils d'Ub, et Roy Edward Disney, le neveu de Walt, et Cub Iwerks a conçu le design si unique de la plus grande figure de l'animation en une nuit. Dans un premier temps, le choix du personnage devait porter sur un animal anthropomorphique. Ça ne pouvait pas être un lapin, c'était déjà fait, ni un chat, trop présent dans l'industrie, et après avoir passé en revue plusieurs options, ce sera une souris. Une souris avec un long nez, deux oreilles en cercle et un short à boutons. Si Ub est effectivement à l'origine de la conception du design, Walt a apporté sa touche en lui donnant une personnalité. Néanmoins, Ub, lui, il est souvent oublié, alors qu'il a quand même joué un rôle clé. C'est un design qui est toujours aussi efficace et ancré dans le conscient collectif. Mickey, c'est cette souris, aux shorts boutonnés, mais surtout aux oreilles rondes. Des oreilles qui représentent aujourd'hui tout un empire. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de versions différentes qui ont existé sur la création de Mickey? On a pu le voir déjà en début de vidéo à de nombreuses reprises, mais Walt, il aime bien s'accorder tout le crédit quand quelque chose fonctionne. Et si éthiquement parlant, c'est bien évidemment discutable. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les gars, toute cette chaîne, elle a été créée que par moi et tout. Le logo, le générique, pareil. Je suis trop fort, je suis trop logo. Eh bien, en termes de marketing, force est de constater que cela fonctionne et a contribué à la création du personnage de Walt Disney, aujourd'hui considéré comme une légende et souvent peu ramené à son réel statut d'humain. Un humain qui a apporté à l'industrie de l'animation, c'est vrai, mais qui pourtant reste bien un humain. Un humain avec des défauts, mais surtout un humain avec des idées. Des idées qui sont parfois plus que discutables. Quand Mickey a commencé à exister, Walt a immédiatement tissé une relation fusionnelle avec ce personnage. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il lui a donné sa voix pendant presque 20 ans. Tout cela a eu pour effet d'effacer Ub Iwerks de ce personnage. Walt Disney se considère tellement comme le papa unique de Mickey que le public lui aussi a associé ça en fait. Il est la figure publique et principale de sa propre entreprise et s'accorde tout le mérite, tout le crédit de cette souris. Pendant que Ub, lui, qui a animé et créé le concept de celle-ci, reste dans l'ombre. Et ce qui a commencé en tant que Iwerks Disney est devenu rien de plus qu'un work for hire, c'est-à-dire un contrat sur commande, qui n'oblige même plus Disney à créditer ses animateurs, et c'est quelque chose qui se fera d'ailleurs à partir du 16e court-métrage de Mickey Mouse, où le nom de Ub Iwerks ne sera même plus mentionné dans le carton d'entrée, là où celui de Walt Disney restera toujours écrit en grand, et Mickey sera présenté comme sa création. Il y a d'ailleurs une anecdote à ce sujet, une histoire qui a sans doute été déformée avec le temps, ou qui peut-être même n'a jamais existé, mais que j'aime quand même parce qu'elle résume selon moi très bien la situation. Un jour, lors d'un événement, un enfant a rencontré les deux hommes. Cet enfant, plein d'étoiles dans les yeux, aurait tendu une serviette en demandant à Walt de lui dessiner Mickey. À ce moment-là, Walt aurait donné la serviette et un stylo à Iwerks en lui disant « Dessine-le ». Iwerks, agacé, aurait jeté le stylo et serait parti. Cette histoire, qui pourrait être une simple anecdote, je vous la présente pas comme une réalité où on fait que c'est réellement produit comme je l'ai dit tout à l'heure, mais plutôt comme une vulgarisation de la réalité des coulisses.
car c'est aussi suite au comportement de Disney que iWorks quittera en 1930 la Walt Disney Company pour bâtir sa propre société qui aura nettement moins de succès malgré tout le talent qu'il peut avoir. C'est quelque chose qui aura brisé pendant un bon moment l'amitié iWorks et Disney, et pour la suite de l'histoire, iWorks reviendra quand même chez Disney en 1940, mais cette fois-ci il sera pas dans l'animation mais en charge des effets spéciaux, et ce jusqu'en 1964. Et en fait c'est cet aspect de Walt qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur Disney. Quand on parle de lui, c'est souvent en lui donnant une image hyper lisse, ressemblante en fait à l'image de sa société qui elle, voilà, est pour les enfants, retranscrit des trucs joyeux, etc. Sauf que tout ça, en vrai, c'est déformer la réalité, quoi. Et c'est aussi du coup ce qui fait de Walt Disney une personne controversée dans le monde d'Hollywood. Et d'ailleurs, on va entrer un peu dans le vif du sujet, puisque sans rentrer dans des théories du complot, parce que bon, voilà, c'est vrai que certes, il y a des gens qui mettent Walt Disney au stade de sainte légende qui est parfaite, etc. Il y a aussi des complotistes qui pensent que voilà, c'est un sataniste qui aurait sacrifié des enfants, je sais pas, dans les locaux de la Walt Disney Company. Essayons de trouver un juste milieu et de s'appuyer sur des faits qui vont pouvoir nous amener à effleurer cette facette plus obscure et réelle de Walt Disney. Pour cela, je vous propose d'écouter un discours de Meryl Streep, une icône d'Hollywood et de Broadway, déjà dans un premier temps parce que ça fait jamais de mal d'écouter Meryl Streep, mais aussi parce qu'elle a eu un speech lors des National Board of Review Awards de 2014, une cérémonie récompensant le monde du cinéma de l'État de New York, dans lequel elle partage son point de vue sur Disney. Pour le contexte, à ce moment précis, elle doit remettre le prix de la meilleure actrice à Emma Thompson, une actrice qui incarne Pamela Lyndon Travers, la personne à l'origine de la création de Mary Poppins, dans le film biographique Saving Mr. Banks, un film produit par Disney qui raconte comment Walt a obtenu les droits cinématographiques de Mary Poppins dans les années 60. Voici une partie du discours de Streep au moment de remettre le prix. Certains associés de Walt Disney ont rapporté que celui-ci n'aimait pas vraiment les femmes. Ward Kimball, l'un de ses animateurs en chef, créateur du chat de Cheshire, du Chapelier Fou et de Jiminy Cricket, a dit de Disney « Il ne faisait pas confiance aux femmes ». Disney, qui a apporté de la joie à des milliards de personnes, était peut-être ou avait des penchants racistes. Il a formé et soutenu un groupe de pression industrielle antisémite. Et il était certainement, si l'on en croit les politiques de son entreprise, un fanatique du genre. Voici une lettre datant de 1938, exposant la politique de son entreprise à une jeune femme de l'Arkansas, Mary Ford, qui s'était inscrite à un programme de formation de Disney. Je vais la lire ici, dans l'hommage d'Emma, car je sais qu'elle chatouillera notre lauréate, qui est aussi une féministe enragée mangeuse d'hommes, comme moi. Chère Mademoiselle Ford, votre lettre récente a été reçue par le service des encres et peintures pour y répondre. Les femmes n'effectuent aucun travail créatif lié à la préparation des dessins animés pour l'écran, car ce travail est entièrement réalisé par des jeunes hommes. C'est pourquoi les filles ne sont pas prises en considération pour l'école de formation. Lorsque j'ai vu le film, j'ai pu imaginer le chagrin de Walt Disney qui a dû exaucer les faveurs de Pamela Lyndon Travers pendant 20 ans. Les 20 ans qu'ont duré l'obtention des droits sur son œuvre. Cela a dû le tuer de rencontrer une femme, une créature tout aussi dédaigneuse et supérieure de sa prodigieuse production et de son imagination. Autant dire que ça a fait parler. Les défenseurs de Disney ont cru faire une attaque. Il y a eu beaucoup de réponses, des gens qui étaient d'accord avec Meryl Streep, d'autres qui n'étaient pas d'accord et qui du coup soulignent que, bon, par exemple, pour le mec qui a créé Jiminy Cricket et tout, qui a dit qu'il aimait pas les femmes, apparemment il aurait plus dit qu'il se méfiait des femmes. Bon, selon moi... ça reste quand même un bon red flag. Bref, ça s'est battu et ça souligne vraiment à quel point Walt Disney divise l'Amérique en deux. Et même au-delà de l'Amérique, divise le monde en fait, en deux clans. Donc du coup, un Walt Disney raciste, antisémite, sexiste. Est-ce qu'on peut trouver des choses sur tout ça ? En vrai, en cherchant un peu, on peut trouver des articles et des faits qui pourraient nous amener sur certaines pistes. Pour commencer, on peut évoquer les œuvres de la carrière de Disney qui, à l'époque, étaient parfois parsemées de personnages racistes et antisémites. On a ce fameux exemple dans Les Trois Petits Cochons en 1933 où le grand méchant loup porte un déguisement très caricatural d'un juif. Il y a aussi le moment où Mickey fait une blackface dans Mickey's Melodramer ou lorsqu'il se fait capturer en 1932 par des indigènes africains dépeints de manière stéréotypée comme des sauvages cannibales. Et il y a ce film, peut-être le plus controversé de l'histoire de Disney, Mélodie du Sud, sorti en 1946. Un film chaotique qui mériterait sa propre vidéo, que je n'ai pas pu voir en entier d'ailleurs, mais en gros, il idéalise clairement les relations esclaves et esclavagistes.
transmettant des idéaux racistes en sous-texte. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, mais c'est des associations pour les droits des personnes noires qui l'ont qualifié d'image dangereusement glorifiée de l'esclavage, dépeignant le noir comme un serviteur bas et inférieur. Vraiment, de ce que j'ai pu lire et entendre, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses qui ne vont pas et qui sont en pur chaos à propos de ce film. Et c'est pour ça que je dois à tout prix en faire une vidéo à son sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, là je vais pas parler de ce que je n'ai pas pu voir en détail, de ce que je n'ai pas pu fouiller en détail pour l'instant, mais ça reste quand même un assez gros morceau. Pour revenir dessus, est-ce que Meryl Streep a tort en disant qu'il était raciste? Probablement pas. Il a véhiculé des messages qui volontairement ou non le sont, et a au moins un racisme intériorisé. Mais on va y revenir dans la conclusion. Et le pire, c'est qu'en fait, à cette époque-là, pas mal de cartoons étaient juste un miroir du racisme ordinaire et décomplexé qui régnait tranquillement dans la culture américaine. Maintenant, revenons sur un autre point souvent abordé lorsqu'on parle des controverses sur Walt, l'antisémitisme. C'est sans doute ce qui revient le plus souvent, j'ai l'impression, et pour beaucoup de raisons. Il y a d'ailleurs un gag dans Family Guy qui critique l'antisémitisme de Disney, et cette anecdote est encore plus drôle quand on sait maintenant que cet épisode est disponible sur Disney+ depuis qu'ils ont racheté les droits de Family Guy. Mais alors, d'où ça vient? Déjà, il y a le fait que Disney est une association avec la Motion Picture Alliance, une organisation américaine composé de nombreuses personnes du coup de l'industrie qui flirtaient avec beaucoup d'idéaux hyper conservateurs, donc virant plutôt à droite, on va pas se mentir, et qui a été créé dans le but de défendre l'industrie cinématographique et le pays contre ce que ses fondateurs considéraient être une infiltration fasciste et communiste. Alors, une organisation qui a pas mal de fois été décrite par ses opposants comme étant fasciste et antisémite, ainsi que plein de choses pas très folles. On peut parler également de plusieurs articles qui mentionnent aussi des liens un peu troubles qui gravitent autour de Walt et de sa société dans le milieu des années 1900. Des liens avec des personnages pas très sympas, qui ont notamment dirigé l'Allemagne pendant un petit temps, quoi. Ouais, bon, depuis tout à l'heure, on traite déjà de sujets très sensibles, donc autant aller jusqu'au bout, Bon, sur ce sujet, par contre, on va pouvoir commencer à prendre plus de pincettes. France Culture nous parle d'un certain Leonard Mosley, qui dans sa biographie sur Disney plus ou moins controversée, affirme que Roy, frère et associé de Walt, a assuré la distribution de Blanche-Neige auprès de Joseph Goebbels, ministre d'Hitler à ce moment-là. Sur ce point, il y a beaucoup de gens qui débattent car rien n'est réellement confirmé, donc est-ce qu'on est dans une rencontre imaginée par des détracteurs de Disney? On ne le saura probablement jamais avec certitude. Il mentionne aussi une fois où, apparemment, et j'avoue qu'à part chez les journalistes de France Info, j'ai pas trouvé masse source sur ça, mais à un moment dans son historique, Walt, homme de droite et fier conservateur américain, se serait opposé publiquement à l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Et passons cette fois-ci sur quelque chose d'un peu plus concret et qui nous permet de nous poser des questions. Quand le 8 décembre 1938, Walt en personne recevra Leni Riefenstahl dans ses studios, une cinéaste berlinoise qui a participé entre autres à la propagande du Troisième Reich et qui était apparemment la cinéaste favorite d'Adolf Hitler. Maintenant, est-ce que cela veut dire que Walt partageait les idées du Troisième Reich? Selon Neil Gabler, qui a écrit une biographie assez populaire à propos de Walt, il ne l'était pas personnellement, a priori. Par contre, il admet que Disney a volontiers, et même avec enthousiasme, embrassé des antisémites et jeté son dévolu sur eux. Je vous laisse faire votre propre avis sur tout ce qu'on a pu voir, mais vous pouvez le constater, tous ces agissements ne sont pas très flatteurs. Le verdict final est donc que le visage qui représente un monde merveilleux et féerique est en réalité un visage abîmé, dont le fond des yeux cache tout de même des vices. Cependant, tout semble trop parfait lorsqu'on écoute le parcours de Disney retracé par Disney. Pourtant, ne serait-ce que mentionner les mauvais côtés de Walt, ça permettrait sans doute d'avancer d'un point de vue transparence, plutôt que donner une impression de grosse hypocrisie en cachant un peu tout ça. L'exemple avec La Mélodie du Sud n'est pas choisi pour rien. Quand je dis qu'il fait partie des œuvres les plus sombres de Disney, c'est au point où il gêne la société elle-même. Vous ne trouverez jamais ce film sur Disney+, et il continue d'être gênant d'ailleurs récemment aussi parce qu'ils avaient une attraction à Disney nommée Splash Mountain, qui était reliée au film et qui contenait d'ailleurs une des chansons du film. Chanson ayant reçu un Oscar, histoire de continuer à souligner à quel point apparemment c'était ok de récompenser un film comme ça à l'époque. Mais pour en revenir à l'attraction, ils l'ont récemment fermé.
justement continuer de couper et nier les origines tendancieuses de Disney. Et cet aspect de vouloir couper un peu avec cette partie-là de l'histoire de Disney, cette partie un peu pourrie, c'est notamment remarqué avec les remakes en live action des vieux classiques Disney qui remettent sur scène des films avec lesquels on a grandi, qui sont considérés du coup comme des classiques, mais qui lorsqu'on s'y attarde contiennent des choses plutôt problématiques en fait. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, hein, c'est Disney eux-mêmes. C'est sur Disney+, qu'ils avouent plus ou moins ça, hein, sur quelques-uns de leurs vieux classiques, avec un carton d'avertissement qui se lance lorsqu'on veut visionner le dit film. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif tous ensemble. Et c'est comme ça que pour moi les choses devraient être traitées avec Walt Disney. Mais bon, le truc c'est que jamais de la vie ça se fera. Déjà, en termes d'image de marque, ça serait catastrophique. Genre vraiment, ils auraient aucun intérêt à faire ça. Mais en plus, aux yeux du public, ça passerait absolument pas en fait. Mais genre vraiment, à aucun moment ça peut passer. On le sait, il suffit d'observer le nombre de personnes qui s'indignent du, attention, hein, serrez les guillemets, wokisme, bien sûr, hein, des nouvelles productions Disney. Comme ce que je disais notamment sur les live action qui retirent forcément des choses qui sont problématiques dans l'œuvre originale. Et ça, ça plaît pas à tout le monde. Le plus gros exemple serait le moment où ils ont essayé d'être plus inclusifs en transformant un personnage blanc en personnage noir. C'était le cas avec Ariel. Et ce qui me fait rire avec ce genre de réflexion, c'est les commentaires qui disent « Ouais, si Walt Disney il voyait ça, il se retournerait dans sa tombe. » Bah oui, en fait. C'est justement là tout le propos. Et c'est une bonne chose. La politique de la firme a énormément changé et s'est adaptée à l'évolution de la société. Même si, comme pour toutes les grandes entreprises, cela est motivé par des raisons plus commerciales qu'éthiques, force est de constater que le Disney du XXe siècle est radicalement différent de celui du XXIe siècle. Et c'est quelque part quelque chose de très bon. Non, vraiment, hein, le seul problème des remakes live action pour moi, c'est tout simplement le vide créatif qu'il y a là-dedans. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Avant de terminer avec tout ça, je le redis encore une fois, mais cette vidéo n'a pas pour but, en fait, à être une sorte d'appel au boycott ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très personnel. Faites votre avis par vous-même. Elle est là pour mettre en lumière une facette trop peu, en fait, mise en avant sur Walt Disney, une facette qui divise énormément et c'est ça que je trouve en plus intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et avant de terminer, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Non, parce que là vous avez déconné, là c'est plus possible, c'est quoi? Genre merci énormément pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur Five Nights at Freddy's. Genre c'est quelque chose d'énorme, il y a à l'heure où je parle 48 000 vues je crois, on approche bientôt des 50 000. Vous avez été aussi nombreux suite à ça à vous abonner à la chaîne, il y a eu plus de 600 abonnés et vraiment j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, merci beaucoup, c'est un truc de fou de pouvoir vivre ça et donc de pouvoir montrer son travail à plus de personnes. Mais du coup, bienvenue aux petits nouveaux, à tous ceux qui ont rejoint le navire. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Il y a le format principal, donc ce que vous êtes en train de regarder, qui sont des chroniques, donc des émissions mensuelles sur la pop culture, où il y a quand même un travail de documentation, etc. Mais il y aura aussi des vidéos plus courtes, parfois des courmiques, comme j'aime bien les appeler, des chroniques plus courtes sur le monde de la pop culture, mais aussi des vidéos un peu chill, un peu sans écriture, où là c'est vraiment vous et moi, on partage un petit instant tranquille comme des potes, alors qu'en fait on n'est pas potes, on se connaît pas. Sortez de chez moi d'ailleurs. Mais voilà, là avec cette vidéo, même si on a traité de sujets vachement sensibles, on souffle quand même un petit peu plus au niveau des informations. Il y aura bien sûr des vidéos similaires à celles que j'ai faites sur FNAF, avec des ambiances, avec du travail, du gros travail d'écriture, on essaie d'être sur plein de projets, et honnêtement merci à vous en fait de pouvoir faire vivre tout ça. Moi de base j'avais prévu de faire une vidéo FAQ pour les 1000 abonnés, bon vous m'avez pris un peu de cours, mais je vais quand même le faire, je pense d'ici quelques mois, là je vais encore attendre un peu, peut-être qu'on le fera pour les 2000 abonnés, si eux aussi arrivent aussi vite qu'est venu le premier millier quoi. Donc déjà si en plus de votre avis dans les commentaires vous avez envie de me poser une question sur laquelle je pourrais répondre en vidéo, allez-y je la retiens dans un coin de ma tête. Si vous voulez continuer de soutenir mon travail, je vous invite à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à voir les précédentes vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire encore merci à tous. À bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao. Nous sommes lundi, il est minuit et vous venez de décrocher un travail. Celui de gardien de nuit d'un restaurant à l'ambiance plutôt étrange. Autour de vous, aucun bruit, si ce n'est celui d'un ventilateur allumé en face de vous et des ampoules de mauvaise facture qui laissent un bruit agaçant de crépitement. Ces ampoules sont d'ailleurs la seule chose ici que vous avez.